Regarde-moi pendant que je parle. Après des décennies d'attente, la situation s'est inversée. Les familles des victimes du tueur en série de Long Island ont enfin eu l'occasion de faire face à l'homme qui leur a arraché leur mère, leur fille ou leur sœur. Et lorsque Rex Heuermann a pris la parole, le juge ne s'est pas retenu. Eh bien, on vous a décrit comme un homme très imposant. Vous êtes un petit homme répugnant et méprisable, si tant est que vous soyez un homme. Et vous êtes un lâche. Depuis le comté de Suffolk à New York, je vous emmène dans cette audience de condamnation émouvante et révèle les détails glaçants de ce que, selon les enquêteurs, il a planifié pendant des années. Vous savez, avant que nous n'entrions dans cette affaire incroyablement horrible des meurtres en série de Gilgo Beach, je veux vous parler d'une application que j'utilise et que j'aime vraiment. Elle s'appelle Upside. Avec Upside, recevez du cashback sur vos achats quotidiens comme essence, courses et plats à emporter. Il suffit de télécharger l'application gratuitement. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 points de vente et vous payez normalement avec une carte de crédit. Ensuite, vous vérifiez l'achat et voilà, vous récupérez de l'argent. Donc, disons que j'ai besoin de faire le plein ou que j'ai envie de commander à emporter un soir. Je vais d'abord chercher les offres sur Upside. Après une dépense, l'argent apparaît dans mon application et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an, ce qui est incroyable. Pour obtenir votre cashback, cliquez sur le lien en description ou scannez le code QR à l'écran, puis utilisez notre code promo CrimeFix pour un bonus de 25 centimes par gallon lors de votre premier plein. Je suis Anne-Jeannette Levy et ceci est une édition spéciale de Law and Crime vous parle depuis le comté de Suffolk, à Long Island. Nous sommes ici au palais de justice et c'est ici que les victimes de Rex Heuermann ont pu parler à cœur ouvert aujourd'hui. Elles ont pu s'adresser à l'homme qui a volé la vie de leur mère, de leur fille et de leur sœur. Elles lui ont fait face après qu'il ait pris la vie de leurs proches de manière aussi insensée et brutale. la chance qu'elle aurait pu avoir durant ces 26 dernières années depuis que tu lui as pris la vie, d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés, et elle l'a fait. Elle avait des espoirs et des rêves, et tu lui as tout enlevé. Le juge Timothy Massey n'a pas mâché ses mots en s'adressant à Rex Heuermann. Vous le verrez dans un instant, mais cette journée était vraiment consacrée aux 8 victimes connues. Sandra Castilla, Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman, Melissa Bartholomew et Amber Costello. Ces jeunes femmes avaient des familles aimantes. Ces femmes avaient des rêves, mais ont été ciblées par un monstre sadique en raison de leur petite taille et de leur vulnérabilité en tant que travailleuses du sexe. Les meurtres ont commencé en 1993 avec la mort de Sandra Castilla. La dernière victime, Amber Costello, a été assassinée en 2010. Son corps, ainsi que ceux de Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman et Melissa Bartholomew, ont été découverts plus tard cette année-là, en décembre. La sœur cadette de Melissa, Amanda, n'était qu'une adolescente lorsque sa sœur a disparu. J'avais 15 ans. 15 ans. Je m'en fiche vraiment. Je venais d'entrer en seconde, mais je n'ai jamais pu finir car même après avoir quitté l'école, mon esprit n'y était pas. J'étais enfermé dans ma jeunesse. J'étais enfermé dans ma jeune vie d'adulte et je me sens encore enfermé aujourd'hui. Il y a eu tellement d'années où je ne voulais plus être sur cette terre. Puis il y a eu un moment incroyablement fort où Amanda Funderburg s'est tournée vers Rex Heuermann et lui a ordonné de la regarder. Regarde-moi pendant que je parle. On ne s'est pas parlé depuis 17 ans, n'oublie pas. Tu as abîmé la relation avec ma mère un moment. Elle avait peur pour moi à cause de toi, craignant que je ne revienne pas quand je partais. Et c'était aussi difficile pour elle de m'aider comme j'en avais besoin, alors qu'elle luttait pour la vie de ma sœur, pour qu'on nous prenne au sérieux, et pour sa propre vie et pour sa santé mentale. Heureusement, nous avons pu nous réconcilier, chose que je n'aurai probablement jamais avec ta fille. J'espère que cela te hantera pour le reste de ta vie, que je souhaite très courte. J'ai dû vivre avec une anxiété paralysante, une dépression, un trouble de stress post-traumatique et un système nerveux détruit. J'étais rempli de rage et de tristesse chaque jour. Pendant un temps, la dépression m'a submergé. Je mangeais peu, pleurais et dormais sans cesse. J'avais peur du regard des gens et j'étais terrifiée par le moindre bruit quand j'étais seule chez moi.
Je vérifiais toujours l'arrière de ma voiture avant d'y entrer et j'avais peur des nouvelles rencontres ou des grandes foules. Mon cœur ratait un battement à chaque appel masqué. Je fixais sans cesse mon téléphone, attendant ton prochain appel. Sherman avait appelé Amanda depuis le téléphone portable de Melissa après l'avoir assassinée et l'avait couverte d'insultes ignobles pour la narguer. Maintenant, il devait écouter une femme lui donner un ordre. La fille de Maureen Brainer Barnes, Nicolette, a également pris la parole. Pouvons-nous parler de l'affaire? J'aimerais parler de ma mère. C'était une personne chaleureuse, pétillante, drôle, intelligente et artistique. Avant tout, elle avait le plus grand cœur de tous ceux que j'ai connus. Quand elle croisait une personne sans abri, elle lui donnait son dernier dollar ou, si elle n'avait rien, s'arrêtait pour discuter et prendre de ses nouvelles. Passionnée de littérature, poétesse et intellectuelle, elle exprimait ouvertement ses opinions politiques dans ses écrits. Elle aimait le hip-hop, la musique R&B, écrivait des raps dans ses cahiers de poésie et disait vouloir devenir rappeuse. Elle avait un grand sens de l'humour et un rire contagieux. Elle avait un cœur d'enfant, mais elle était aussi tout simplement jeune. Elle a vécu seulement quelques semaines après ses 25 ans. Quand j'ai moi-même eu 25 ans, ce n'était pas l'étape joyeuse que la plupart des jeunes célèbrent. C'était bouleversant car je savais que j'avais désormais vécu plus longtemps que ma mère. Aujourd'hui, j'ai presque 2 ans de plus qu'elle n'en aura jamais. Rex Herman a volé des décennies de vie à une femme qui devrait encore être ici, créant des souvenirs avec ses proches. Je m'appelle Dylan et je suis le fils de Maureen. Quand je l'ai perdue, je n'avais qu'1 an. Mes premiers souvenirs sont marqués par l'anxiété, la peur et la tristesse, sans savoir où elle était partie, ni pourquoi je ne l'avais pas dans ma vie. Je ne me souviens ni de sa voix, ni de son visage, ni de l'amour qu'elle me donnait quand j'étais bébé. Ma mère n'a jamais été présente à ma rentrée scolaire. Je ne l'ai jamais eue à mes côtés le jour de mon diplôme. Je ne l'ai jamais eue quand j'avais besoin d'elle, et je ne l'aurai jamais à l'avenir quand j'aurai besoin d'elle. La sœur de Marine l'a décrite comme très perspicace. Elle a disparu en 2007. Rien ne m'avait préparé au jour où Maureen n'est pas rentrée. Au début, je me répétais sans cesse qu'elle appellerait à tout moment, que tout irait bien d'une manière ou d'une autre. Mais au fil des jours qui sont devenus des années, cet espoir s'est lentement transformé en une réalité dévastatrice. Après des années à chercher Maureen, mon monde s'est effondré. Le jour où ma sœur a été retrouvée dans les broussailles, au bord d'une autoroute sombre et déserte. Elle n'a pas seulement été assassinée, elle a été la victime d'un prédateur, d'un tueur en série. Ce n'était pas seulement un meurtre, mais un acte de mal absolu, calculé et inimaginable. Le choc était si intense que mon esprit et mon corps n'ont pas pu l'assimiler. L'identification de Maureen signifiait accepter qu'elle était vraiment partie. Et cette douleur est insupportable. J'ai ressenti la culpabilité du survivant plus de 10 ans. J'ai repassé chaque moment en boucle, encore et encore dans ma tête. La tante de Megan Waterman a expliqué comment sa nièce est devenue travailleuse du sexe. Megan était prostituée par King Cruz, un proxénète qui se faisait passer pour son petit ami. Et à cause de l'exploitation sexuelle de ma nièce par cet homme, le prisonnier qui se trouve aujourd'hui dans cette salle d'audience a pu lui ôter la vie et priver ceux qui l'aimaient d'un avenir avec elle. Le 6 juin 2010, le prisonnier n'a pas seulement anéanti tous les espoirs et les rêves de Megan, il a aussi brisé notre famille. Je suis certaine que ma nièce s'est battue de toutes ses forces pour revenir auprès de notre fille, qu'elle aimait de tout son être. Quand on considère la taille de cet homme et le fait qu'il recherchait des enfants et des victimes de petite taille, il devient évident qu'il n'était pas un prédateur redoutable, mais plutôt un opportuniste lâche. Le plan du prisonnier pour effacer Megan, Maureen, Melissa, Amberlynn, Jessica, Valérie, Sandra et Karen s'est retourné contre eux. À cause de ces actes ignobles et lâches, nos proches seront évoqués pendant des années avec amour et respect, non seulement par leurs familles et amis, mais aussi par des millions de personnes à travers le monde qui pleurent aujourd'hui leur perte. Et la fille de Megan, Liliana, a parlé de la mère qu'elle n'a jamais connue. Elle n'était qu'une toute petite fille lorsque Megan a disparu en juin 2010. Je m'appelle Liliana Waterman et je suis la fille de Megan Waterman.
Ma mère a disparu quand je n'avais que 3 ans. On n'a retrouvé son corps que quand j'avais 4 ans. On me l'a arraché durant les années les plus cruciales de ma vie. Et une petite fille a besoin de sa maman. Je n'ai jamais eu la chance de savoir ce que c'était d'être réconfortée par elle après une mauvaise journée, d'entendre ses conseils ou de grandir avec sa présence pour me guider dans la vie. Je n'ai compris les détails horribles de ce qui s'était passé qu'à environ 9 ans. Et tu pourrais dire à une enfant que sa maman a été brutalement assassinée? Je me souviens qu'en cours moyen 1, j'étais chez moi en train de parcourir Internet quand je suis tombée sur un article sur elle. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. Je me souviens avoir demandé à mes grands-parents ce que signifiait le mot prostituée, et en un instant, mon monde s'est effondré, mon cœur s'est brisé à nouveau. J'ai passé 16 fêtes des mères sans ma maman. J'ai vécu des milliers de jours sans elle. J'ai maintenant l'âge que ma mère avait quand elle est tombée enceinte de moi et j'ai réalisé à quel point elle était jeune. J'ai l'impression de seulement commencer à comprendre la vie alors qu'on lui a refusé la chance de vivre la sienne. Rex Heuermann n'a pas seulement pris la vie de ma mère, il a volé toute une vie de souvenirs que nous n'avons jamais pu créer ensemble. Il a volé les anniversaires, les fêtes, les conversations, les câlins, les conseils et tous les moments futurs qu'une mère et sa fille auraient dû partager. Les parents de Valérie Max ont parlé de la perte de leur fille. Monsieur Heuermann, vous avez fait des choses horribles à la dépouille mortelle de Valérie. Que vous n'avez pas touché la véritable Valérie. Pour paraphraser C.S. Lewis, il n'y a pas de gens ordinaires. Vous n'avez jamais parlé à quelqu'un de normal. Chaque personne avec qui vous avez plaisanté, travaillé, épousé, bousculé ou même tué est né un être immortel. Chacune vivra pour toujours, soit dans une gloire éternelle, soit dans une horreur imaginable. Je ne peux qu'imaginer quand mon jour viendra et que je me retrouverai debout devant Jésus. Valérie sera à ses côtés. Ce que tu as fait à notre famille dépasse ce que les mots peuvent exprimer. Même si justice a été rendue, cela ne peut pas remplacer ce que tu nous as pris. Et cela ne peut pas non plus rendre à notre chère Valérie sa vie ici sur Terre. Cependant, je veux que tu comprennes que même si tu as pu commettre ces atrocités horribles contre notre fille, et peu importe le sentiment de pouvoir ou de contrôle que tu as pu ressentir sur le corps de Valérie, tu n'as jamais pu toucher son âme. Je te le dis, à moins que tu ne te mettes en règle devant Dieu, c'est Valérie qui est libre aujourd'hui, et pas toi. Elle vit sa vie avec son Sauveur Jésus-Christ, et ce que tu as fait ne t'a rien apporté. J'aimerais que tu comprennes. Et la cousine de Jessica Taylor a parlé de l'avoir perdue dans des circonstances aussi horribles. Tu veux finir comme Jessica? C'est une question que j'ai entendue de nombreuses fois quand j'étais adolescente. Quelque chose qu'on dit par peur de savoir de quoi un monstre est vraiment capable. La réponse était oui. Je voulais vraiment finir comme Jess. Elle était forte, gentille, compatissante, belle et intelligente. Elle rendait meilleures toutes les personnes qu'elle rencontrait, même si elle ne l'avait rencontré qu'un instant. Elle ne voyait jamais personne comme un étranger, c'était un vrai rayon de soleil. J'aimerais toujours pouvoir la connaître avec le regard de la femme que je suis aujourd'hui. Que je vois la femme qu'elle serait devenue. Que je l'aurais serrée plus fort dans mes bras la dernière fois que je l'ai vue. Qu'elle puisse connaître mon fils, les voyages que ma sœur et moi aurions pu faire, les souvenirs que nous aurions pu continuer à créer. À la place, j'essaie de me souvenir d'elle grâce aux souvenirs que j'ai la chance de garder. Je lui adresse des prières et dépose des fleurs en mémoire aux endroits où elle a été laissée. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en recevant cet appel. Je n'arrivais pas à comprendre le mot « torse ». Impossible que quelqu'un fasse ça à un proche. Torse. Sans tête et sans main. Ces mots me hantent. Notre petite amie de 3 mois avait à peine fini le torse. Je pensais que c'était un ventre. C'est un corps découpé. Impossible. Dégoûtant, horrible, terrifiant, monstrueux, brutal.
Quoi? Des parties d'elle sont éparpillées partout, il en manque, ils ne l'ont pas retrouvée entière. Tout entière! Sans tête et sans main. Je ne comprends toujours pas. Ce week-end-là, elle devait rentrer chez elle. Ce week-end-là, sa famille et ses amis la cherchaient, ses proches l'appelaient. Elle n'aurait jamais raté ce week-end-là. Elle n'a jamais répondu au téléphone. Elle n'a rappelé personne à cause de toi. La famille d'Amber Costello a remis une déclaration qui sera lue. Avant la mort d'Amber Costello, elle a trompé Rex Heuermann de plusieurs façons. Si ce n'était pas pour le sens de la débrouille de ma sœur, la Task Force unie pour attraper le tueur en série serait encore en train de le traquer. L'esprit vif d'Amber a provoqué et attisé des accès de rage chez l'égocentrique et maléfique narcissique Rex Heuermann. L'homme immoral assis devant vous aujourd'hui n'a pas supporté d'être déjoué par Amber Costello. Les actes de ma sœur ont poussé le meurtrier fugitif à se montrer dans des accès de colère. Sa colère incontrôlée d'avoir été dupé par Amber a poussé Rex Heuermann non seulement à faire du mal à Amber, mais aussi à faire du mal à ma fille et à moi. Bien que ma fille, moi-même et d'innombrables autres ayons échappé aux griffes froides et calculées de Rex Heuermann, ma sœur Amberlynn Costello a payé le prix ultime. Son sacrifice et son âme apportent la victoire au tribunal, car elle trouve sa force en Jésus-Christ. Même si les détails précis de ce qu'il est advenu de notre chère Amber après ses derniers adieux à ses amis en montant dans l'avalanche de Rex Heuermann, je sais que sa foi aveugle en Jésus-Christ l'a aidé à endurer le tourment mental et l'agonie physique que ce monstre assis devant vous aujourd'hui lui a infligé. Et la famille de Sandra Castilla a fait de même. Je m'appelle Ruth Reynolds et je suis la sœur de Sandra Castilla. Nous remercions votre honneur de nous permettre, ainsi qu'aux autres familles endeuillées, de nous adresser à la Cour aujourd'hui concernant l'impact profond que la perte de nos mères, filles et sœurs a eu sur nos vies. Apprendre ce qui est arrivé à ma sœur et la manière dont elle a été retrouvée est une épreuve dont nous ne nous remettrons jamais complètement. Aujourd'hui est un jour très important et attendu depuis longtemps pour la famille de Sandra et celle des autres victimes. Amber, Valérie, Karen, Jessica, Maureen, Melissa et Megan. J'ai toujours espéré que la personne responsable d'avoir détruit notre famille et celle de tant d'autres serait un jour pleinement tenue responsable, et ce jour est arrivé. Même si la justice ne ramènera pas Amber, Valérie, Karen, Jessica, Maureen, Melissa, Megan et Sandra, elle garantit qu'elles ne seront plus jamais oubliées et apporte la paix à nos familles. Savoir que la personne responsable de notre souffrance irréparable ne pourra plus jamais nuire à qui que ce soit. Rex Heuermann est un tueur en série sadique qui a ciblé des femmes qu'il pouvait facilement maîtriser en raison de leur taille et du travail qu'elles faisaient. Ses victimes ont énormément souffert. Leur mort n'a probablement pas été rapide. Il a reconnu avoir étranglé chacune de ses victimes. Son ordinateur a révélé des recherches de pornographie de torture impliquant enfants et adultes. L'image qu'il donnait de lui en tant qu'homme de famille venant de la banlieue n'était qu'une simple façade. Voici un accusé qui a planifié méticuleusement le meurtre de 8 jeunes femmes. Il s'est obsédé sur chaque détail, à la fois pour préparer le prochain meurtre et pour revivre la satisfaction perverse et le plaisir malsain qu'il tirait du fait d'ôter la vie à 8 jeunes femmes. Il n'y a rien que l'accusé puisse dire ou faire dans cette salle d'audience qui puisse atténuer ce qu'il a pris à ces femmes et à leurs familles. Tout remords exprimé est insuffisant et bien trop faible, c'est bien trop peu et bien trop tard. Comme le tribunal le sait, l'accusé a permis à certaines informations de filtrer à travers des déclarations faites à son ex-femme et à son thérapeute. Mais ce ne sont rien de plus que des tentatives pathétiques de la part de cet accusé pour continuer à manipuler sa famille et à garder le contrôle sur sa famille comme sur le récit de cette affaire. Le véritable message de cette affaire a été transmis par ses victimes aujourd'hui, votre honneur. C'est le sujet de cette affaire. Et je soutiens que rien de ce que cet accusé a pu dire après son arrestation, qui a eu lieu en juillet 2023, tout ce qu'il dit au-delà de cela est dénué de sens et sert ses propres intérêts. C'est uniquement destiné à détourner l'attention de ses propres actes coupables. Je suis convaincu que cet accusé regrette sincèrement votre honneur. Il est désolé. Il est désolé de s'être fait prendre.
Ce qui est important, votre honneur, ce sont les déclarations faites par cet accusé avant son arrestation elle-même, et les actions entreprises par cet accusé avant cette arrestation. De plus, parce que ces éléments révèlent la véritable nature de cet accusé. La véritable identité de cet accusé apparaît dans ce document de planification qui a été retrouvé sur l'un des appareils électroniques de l'accusé récupéré par la cellule d'enquête lors de l'exécution du premier mandat de perquisition. Dans ce document, l'accusé planifie froidement le meurtre de plusieurs femmes comme s'il s'agissait de résoudre un problème de mathématiques ou de remplir une liste de courses. Derrière son costume-cravate, c'est un sadique ayant perfectionné son art en étudiant des experts sur les tueurs en série et en analysant Mindhunter de John Douglas pour devenir meilleur tueur. Afin d'éviter de se faire prendre, Heuermann a étudié et pris des notes comme un étudiant qui prépare un examen. Une analyse médico-légale de son ordinateur a révélé des listes. L'une d'elles était intitulée « Things to Remember ». Elle disait « Le son se propage, il faut contrôler l'air pour gérer le bruit, dormir avant la chasse. Être trop fatigué pose problème. Frapper plus fort. Trop de coups pour mettre à terre. Tenter un coup au visage ou au cou la prochaine fois pour neutraliser. Dormir plus et mieux contrôler le bruit donne plus de temps pour jouer. Accroche les bâches au plafond avec des punaises, pas du ruban adhésif. Prends une corde épaisse pour le cou, la corde légère s'est rompue sous la tension. Heuermann avait également un document qui semblait répertorier la planification et les meurtres. Il s'appelait HK 2000. Le document listait des problèmes tels que l'ADN, les traces de pneus, les taches de sang et les empreintes digitales. Il y avait aussi les fournitures, surchaussures, soude caustique, scanners de police, cordes, scies ou outils de découpe, filets à cheveux, pellicules photo, etc. Puis une colonne DS que les enquêteurs supposaient désigner un lieu d'abandon ou zone de benne à ordures. Ensuite, TRG, que les enquêteurs pensaient signifier cible. En dessous de cela, il était écrit « Petit, c'est bien ». Mais aujourd'hui, l'attention n'était pas portée sur la planification ou les actes pervers de ce tueur malade. Elle était portée sur la douleur des familles et les derniers mots d'un tueur. La société de production de 50 Cent G-Unit Film and Television Incorporated a travaillé en collaboration avec les services de streaming Peacock pour produire une série documentaire qui, avoir payé des millions de dollars à l'ex-femme du prisonnier, à sa fille, à son beau-fils et à leurs avocats, est complètement répugnant et inexcusable. Quand j'ai lu cela, j'ai été à la fois écœuré, choqué et profondément troublé. Au moment de s'exprimer, Rex Heuermann s'est levé sur ordre du juge. Levez-vous. Il n'y a pas de mots qui puissent répondre à ce qui a été dit dans cette salle aujourd'hui. Les mots que je pourrais dire n'ont aucun sens. Et je vais m'arrêter là. Pour le moment. Parle plus fort. Monsieur Heuermann, comme l'a dit Monsieur Tierney, je sais que vous êtes désolé de vous être fait prendre. Je suppose que vous regrettez ce que vous avez fait à votre femme et à vos enfants. Regrettez-vous un peu ce que vous avez fait à ces pauvres femmes innocentes ? 8 femmes que vous avez étranglées à mort, au moins 8 à notre connaissance. Le regrettez-vous au moins un peu ? Oui ? Oui, je le regrette. Tu sais quoi? On t'a décrit comme un homme très grand, mais tu es un petit homme dégoûtant et méprisable si tu es un homme tout court. Et tu es un lâche. En conséquence de votre plaidoyer de culpabilité pour meurtre au premier degré dans le chef 1 de l'acte d'accusation 7354 de 24, la Cour vous condamne à purger le reste de votre vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour le chef 2, meurtre au premier degré. La Cour vous condamne à la prison à vie sans libération conditionnelle. En ce qui concerne le chef 3, vous plaidez coupable de meurtre au premier degré. La Cour vous condamne à purger le reste de votre vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ces 3 peines seront purgées consécutivement. En ce qui concerne le chef 7, meurtre au deuxième degré, la Cour vous condamne à une peine d'emprisonnement indéterminée avec un minimum de 25 ans et un maximum à vie.
En ce qui concerne le chef 8, meurtre au deuxième degré, la Cour vous condamne à une peine d'emprisonnement indéterminée avec un minimum de 25 ans et un maximum à vie. En ce qui concerne le chef 9, meurtre au deuxième degré, la Cour vous condamne à une peine d'emprisonnement indéterminée avec un minimum de 25 ans et un maximum à vie. Et enfin, en ce qui concerne le chef 10, meurtre au deuxième degré, la Cour vous condamne à une peine d'emprisonnement indéterminée avec un minimum de 25 ans et un maximum à vie. Toutes ces peines seront purgées successivement. Monsieur Chiennet, à propos des chefs 4, 5 et 6. Nous demandons l'abandon après exécution de la peine. Cette demande est accordée. D'autres agences géreront le recouvrement. Autre chose, messieurs? Rien à ajouter. Monsieur Brown, sortez-le d'ici. Une personne qui était visiblement absente de l'audience de condamnation d'aujourd'hui, l'ex-femme de Rex Heuermann, Assa Ellerup. J'ai discuté avec l'avocat d'Ellerup, Bob Macedonio, avant la condamnation, sur sa décision de ne pas assister à l'audience. Elle n'ira pas demain. Elle va très bien. Et la raison pour laquelle elle n'ira pas demain, c'est qu'elle pense, à juste titre, que demain est un jour pour les victimes. Vous savez, c'est leur moment de tourner la page, d'avoir une conclusion dans cette affaire et de voir les choses se terminer. Elle ne veut pas que sa présence là-bas détourne l'attention de là où elle devrait se porter. Pendant longtemps, il semblait qu'elle ne croyait pas qu'il avait commis ces homicides. Je pense que n'importe quelle épouse se poserait des questions, dirait qu'il est impossible que cela se soit produit chez elle, sous son nez. Et je pense qu'il est normal d'être un peu dans le déni. Mais elle a en quelque sorte accepté le fait que son mari est un tueur en série. Elle l'a accepté. Elle y croit. Ça a été un long processus. Pendant, vous savez, on a passé presque 2 ans avec elle avant qu'elle arrive à la conclusion qu'il avait vraiment fait ça. Et puis finalement, à un moment donné, il lui a avoué en personne qu'il était responsable de ces 8 homicides. Vous voyez souvent Rex Heuermann, n'est-ce pas? Je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai passé pas mal de temps avec lui. Pourquoi faites-vous cela? Je représente Assa pour toutes les affaires civiles. Et il y a eu plusieurs documents que nous devons faire signer. Vous savez, le transfert de propriété et, vous savez, différents véhicules. Passer en revue les documents de divorce et discuter de ces questions avec eux sur lesquelles ils ne les représentent pas. Mike Brown les défend pour les affaires pénales, mais n'est pas leur représentant pour le reste. Qu'est-ce que ça fait d'entrer dans la prison du comté de Suffolk, dans le centre de détention, et de se retrouver assise là avec cet homme qui a commis tous ces meurtres horribles restés non résolus pendant tant d'années? Je veux dire, vous êtes avocate, vous représentez son ex-femme, mais vous êtes aussi humaine et vous vivez ici. Il a toujours été professionnel, courtois et correct. Il s'exprime bien et il a toujours posé des questions appropriées par rapport à ce dont nous parlions. Je n'ai jamais vu cet aspect de lui. Je sais qu'il en a un autre, nous le savons tous désormais, mais je ne me suis jamais senti intimidé ou apeuré en sa présence. Et vous savez, franchement, comme je l'ai dit, il s'est montré éloquent, assez aimable et assez ouvert pour que j'aie des conversations normales avec lui sur, vous savez, l'actualité quotidienne. Donc voilà. Est-ce qu'il est sociable? En fait, oui. Il a aussi un certain sens de l'humour. C'est assez étrange de dire ça parce que, évidemment, il est responsable, vous savez, du meurtre de 8 femmes. Mais ça, c'est à part. Espérons qu'aucun d'entre nous n'ait jamais à revoir ça. Est-ce étrange d'être assise là et de se dire que ce type est sociable, qu'il est jovial ou quelque chose comme ça, mais qu'en réalité, c'est un loup déguisé en agneau? Il y a cet autre côté. Je veux dire, à quel point est-ce étrange pour vous, en tant qu'avocate, de devoir rester là et gérer ça? Ce n'est pas aussi surprenant qu'on le pense. Après plus de 30 ans en droit pénal, on constate souvent que des personnes commettent des actes violents et odieux tout en restant intégrées dans la société. Il se trouve simplement qu'il en commet certains qui sont très médiatisés et ce sont tous des meurtres. J'ai déjà eu d'autres meurtriers assis ici et on ne devinerait jamais qu'ils ont purgé 25 ans pour meurtre. Nous avons obtenu la garde d'enfants pour des personnes ayant purgé une peine pour meurtre, homicide ou autre crime dans le comté. Certains mènent une double vie et on ignore souvent qui ils sont vraiment. On rencontre beaucoup de gens chaque jour sans savoir ce qu'ils font du reste de leur temps. Combien de fois as-tu été là-bas pour rendre visite à Rex? Au moins une douzaine de fois.
Toutes les visites devront désormais avoir lieu dans une prison de l'État de New York, où Heuermann passera le reste de ses jours à pourrir dans une cellule, en coopérant avec l'unité d'analyse comportementale du FBI, alors qu'ils essaient de comprendre ce qui a fait de lui un tel monstre. L'avocat de Heuermann, Mike Brown, a évoqué ses propos aux victimes lorsqu'il s'est adressé à elles au tribunal. Eh bien, nous avons discuté du fait que vous savez, vraiment, de notre point de vue, elles ont joué un rôle essentiel dans l'aboutissement de cette affaire, dans le sens où elles ont continué à suivre l'affaire. Évidemment, il y a eu différentes administrations au cours de cette enquête. Et moi, je crois sincèrement que grâce à leur insistance et leur persévérance sur cette affaire, cela a finalement conduit à beaucoup plus de pression, beaucoup plus de ressources consacrées et finalement, à l'arrestation de mon client. Et puis j'ai aussi ajouté le fait que, vous savez, en abordant cette affaire, la plupart d'entre nous ne savent que ce qu'ils ont lu dans la presse. J'ai examiné tellement de pages de pièces de procédure. J'ai vraiment l'impression de connaître ces victimes, c'est ce que j'ai dit à la famille. Je pense vraiment, même si je ne les ai jamais vues, avoir l'impression de les connaître et de les avoir rencontrées. Je voulais juste qu'ils le sachent. Au final, Rex Heuermann va mourir derrière les murs de la prison. Et soyez assurés, l'enquête sur Rex Heuermann, elle est peut-être terminée en ce qui concerne les meurtres de Gilgo Beach. Mais l'enquête sur Rex Heuermann est loin d'être terminée. Pour les victimes, la condamnation marque un tournant, un moment où elles peuvent commencer à aller de l'avant tout en se souvenant et en honorant leurs proches. Je veux juste dire qu'après avoir eu l'opportunité de dire ce que j'ai dit aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légère et j'ai bon espoir de guérir. Je veux simplement remercier toutes les personnes qui ont consacré du temps à cette affaire, qui ont écouté nos voix et qui ont donné à ma maman et à toutes ces autres femmes la chance de se faire entendre. Nous attendions ce jour depuis longtemps. Dès aujourd'hui, cessez de prononcer son nom, d'afficher son visage, montrez celui des filles, mettez leur nom et faites savoir que c'est nous qui continuons à vivre pour elles. Rex ne compte pas pour nous et ne devrait rien représenter pour vous non plus. Que va-t-il arriver à Rex Heuermann? Il sera transféré dans un centre d'admission du système pénitentiaire de New York. À partir de là, il sera transféré dans une autre prison de haute sécurité. Mais l'enquête sur Rex Heuermann est loin d'être terminée, et nous allons continuer à la suivre pour vous tenir informés de ce qui se passe. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix, depuis du comté de Suffolk à Long Island. Anjanette Lévy, à la prochaine.